Nous entamons le 3e mois de l'an de grâce 2022 aujourd'hui, puisque nous sommes le 1er mars. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier numéro donc de l'émission de mars. Alors merci de nous renouveler votre fidélité. Vous le savez, cette semaine nous sommes installés dans le quartier Saint-Mandin pour vous faire découvrir le théâtre populaire donc de Ouagadougou. Alors ça sera dans la rubrique à la découverte de théâtre populaire de Ouagadougou ou théâtre Désiré Bonogo donc de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous allons vous proposer des témoignages. Et dans la revue de presse, nous recevrons Bébé Kodjo Kambou qui va partager les informations avec nous. Notre invité du jour est le sociologue Draman Nikema. Avec lui, nous allons avoir des explications donc des notions dont on parle aujourd'hui, des notions qui sont d'actualité. On parle de force vive de la nation, on parle bien sûr de consensus, mais quel est le sens, le véritable sens que nous devrons accorder à ces notions? Vous aurez les réponses dans la rubrique invité du jour. Nous sommes mardi et chaque mardi, vous avez rendez-vous avec Serge Youssef Ouidrago, notre Karansamba, pour justement la chronique Un œil sur la société. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la langue nationale. Quelle est l'importance accordée à la langue nationale, à nos langues dans l'éducation de nos enfants? Vous aurez les réponses dans la deuxième partie de cette émission. On s'installe confortablement et c'est parti au niveau donc du théâtre populaire de Ouagadougou. Nous partons. Et cette semaine, nous sommes installés au théâtre populaire donc de Ouagadougou, un théâtre qui servait beaucoup aux artistes musiciens donc de l'époque. Il faut rappeler que ce théâtre populaire a été inauguré par le capitaine Blaise Compaoré en son temps. En 2000, malheureusement, dans l'année 2000, malheureusement, ce théâtre populaire va fermer. Mais fort heureusement également, il faut dire qu'aujourd'hui, ce théâtre populaire est géré par donc le CDC La Termitière qui produit du moins aujourd'hui des spectacles de chorégraphie et qui forment en chorégraphie. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter le témoignage de Nana Thibault, que vous connaissez bien concernant justement ce théâtre populaire de Ouagadougou, lui qui a vécu les temps forts donc du théâtre populaire. Le théâtre populaire, communément appelé ainsi, a vu le jour dans les années 1984. 4-25. Sous la révolution, le RDP, ce que voudrait dire la révolution démocratique et populaire. Donc c'est à partir du pouvoir de Thomas Sankara que le théâtre populaire a vu le jour. Et je vous dirais que moi-même j'ai participé un temps soit peu à la réalisation de ce joyau et théâtre populaire que vous voyez aujourd'hui. En son temps, ce n'était pas de l'argent. Celui ou celle qui pouvait apporter sa modeste contribution était la bienvenue. On ne vous demandait pas de l'argent, même si ne serait-ce que venir passer une journée pour contribuer à la construction de ce théâtre populaire-là. Ces personnes étaient la bienvenue. Donc si j'ai dit j'ai contribué, cela voudrait dire que même pour ramasser le caillou donné aux maçons, je l'ai fait. Même si ne serait-ce qu'apporter un sac de ciment ou bien une brouette de sable, je l'ai fait en tant que fils du Burkina et en tant que fils de mon quartier qui a bénéficié justement de ce joyau-là. Et c'est très triste. C'est très triste par rapport... Pourquoi? Parce que le théâtre populaire a été abandonné.
Si Thomas Sankara était toujours en vie, je pense qu'on n'allait pas, le théâtre populaire aujourd'hui n'allait pas être des ruines que tout le monde constate aujourd'hui. En dehors même de ce théâtre populaire, vous n'oublierez pas qu'il y a un autre théâtre populaire à Koutougou. Et ça a été conçu sous la Révolution. Mais à notre grande surprise, et c'est une surprise pour moi, peut-être que ce n'est pas une surprise pour personne d'autre, mais ça a été une surprise pour moi en tant qu'ex-conseiller du quartier. Le théâtre populaire a été affecté à deux jeunes, à savoir Boro et Issaou, je ne sais pas, je ne reconnais pas le nom, mais ces deux jeunes, ce sont des musiciens, mais qui ne vivent pas au Burkina. Mais ils ont de la compétence. Et je loue leur courage. Si la mairie a récupéré la maison du peuple aujourd'hui, qu'est-ce qui a empêché la mairie de gérer le théâtre populaire? Moi, je n'en sais rien. Ça a été affecté à Boro et son ami, qui font la danse contemporaine, la danse du corps. Et quand vous voyez à l'intérieur même du théâtre populaire, en dehors des anciens bâtiments, et la tribune qui a été faite d'une manière naturelle, parce qu'il n'y a pas eu du ciment, ni rien, c'est des cailloux sauvages et la terre simplement que ça a été construite. Maintenant, en dehors de ce que la Révolution a investi, le groupe Boro est venu construire une salle de spectacle que vous voyez aujourd'hui. Mais avant que ces jeunes ne viennent récupérer le théâtre populaire, il y avait déjà des chambres de... Je ne peux pas qualifier ça de chambre de passage, mais le pouvoir en son temps avait construit des chambres, une auberge populaire qui menaçait des artistes venant d'ailleurs ou à l'intérieur même du pays, pouvaient rester là-bas quelques jours, s'organiser et créer leur spectacle. Mais quand le groupe Bourré est venu, alors tout a été modernisé. Ils ont construit tout un bâtiment qui peut abriter près de 300 à 500 personnes, juste le spectacle. Le plus souvent, je vois des Européens, des étrangers. La plupart, ce sont des gens qui viennent de l'Europe, qui viennent et qui organisent des spectacles là-bas. C'est toujours fréquenté. Mais ces derniers temps, il n'y a plus de spectacles. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est les vacances, ou bien vu au regard de ce qui se passe dans ce monde-là actuellement, qu'ils ont suspendu leur spectacle. Moi, en tant que fils même du quartier, c'est mon souhait le plus ardu. Voir le pouvoir ou la commune récupérer le coin et faire ce que Sankara avait voulu pour le peuple. En dehors de la maison du peuple, il n'y avait pas une salle de spectacle comme le théâtre populaire. Et ça venait, et la création du théâtre populaire venait compléter justement les activités de la maison du peuple. Quoi qu'on dise, on dit que la maison du peuple est fatiguée. L'État pouvait peut-être récupérer le théâtre populaire, revaloriser le coin, et ça serait un complément. Et c'était au profit même de la commune et au profit même de mon quartier. Parce que beaucoup de gens allaient profiter de ces lieux-là pour se nourrir. Il y avait les musiciens qui venaient. Je me souviens à son temps, la toute première personne ou le tout premier artiste qui a animé le coin, c'est Isaac et Mozart Sylvain, qui était l'un des tout premiers animateurs de spectacles qui a créé quelque chose ici. Et moi-même, je suis venu. Il a amené Zouk Nanzaramda. Il a amené pas mal de troupes. Je peux même citer un des artistes renommés qui est décédé et que son fils a pris la relève, le papa de Adama. Et le petit Adama qui chante aujourd'hui. Zouk Nanzaramda et Sid Payete, bien d'autres artistes sont venus
produire ici. Donc, en dehors de Isaac Mozart là, j'ai jamais vu quelqu'un d'autre qui est venu occuper le coin pour des spectacles. Donc, pour moi, l'histoire que je me rappelle, c'est Abel Isaac, qui a été l'un des tout premiers à gérer ce coin-là, à valoriser le théâtre populaire. L'alentour du théâtre populaire, c'était des jardiniers qui occupaient l'espace, en dehors même du théâtre populaire, les voisins. Ils faisaient de la salade, la carotte, en un seul mot, du jardinage autour même du théâtre populaire. Mais aujourd'hui, c'est devenu un dépotoir que moi-même, Nana Thibault, je peux peut-être dans les jours à venir porter plainte contre la mairie, la commune de Ouagadougou. Parce que si réellement le virus actuellement, qui tue des milliers de personnes en Afrique, pas au Burkina seulement, si ça peut venir à partir de ces ordures-là, l'ensemble même du quartier, Samandin, Gounguin et tous les voisins qui entourent Samandin seront contaminés. Et je lance un appel à travers pour demander à la commune de Ouagadougou de voir et de venir aider de dégager ces ordures-là dans notre quartier. Je ne le souhaite pas, mais et si le virus là, puisqu'il y a déjà ce qu'on appelle l'OMS, l'Organisation internationale de la santé, invite les peuples africains, ou du moins les responsables africains, à s'attendre le pire. Et s'il y a une autre maladie qui doit venir à partir des ordures, ça veut dire que tous Samanais et Gounguins seront contaminés, ne seront pas écartés de ce mal-là. Donc je profite de votre caméra pour demander à la commune de venir voir et dégager ces ordures-là dans mon quartier. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de Nana Thibault. Il faut rappeler que lui-même, il est fils donc, du quartier Samandin, il a été conseiller. Et il faut rappeler que cet élément que nous vous proposons en entretien, nous l'avons réalisé en 2020. C'est bien de le souligner et nous parlions à l'instant donc du théâtre populaire donc de Ouagadougou. Pour la suite de cette émission, nous allons partir pour la revue de presse. Aujourd'hui, nous sommes avec Bébé Kodjo Kambou pour la revue de presse. Bonjour Kambou. Bonjour Abzeta, à tous ceux qui nous suivent, bonjour. Alors, tu es bien installé ici et nous partons tout de suite et maintenant pour accueillir le premier journal. Oui, et nous débutons par Aujourd'hui au Faso. Okay. Aujourd'hui au Faso qui nous apprend à sa une. Transition au Burkina, une charte à l'épreuve d'un pays multicrisé. Soudan, marche du million, nouvelle charte. Jusqu'à quand résistera la junte? C'est une interrogation. Adoption de la charte au Burkina, 36 mois de transition. Région de la boucle du Mouhoun, une vingtaine de terroristes neutralisés à Toeni. Guinée, Dalen Diallo et Sidia Touré quittent leur résidence. Refoulement des Noirs à la frontière Ukraine-Pologne, la ségrégation de la honte. Voilà ce que nous apprenons aujourd'hui au Faso, aujourd'hui à sa une. À présent, voyons ce que nous réserve la une de Le Pays. À la une du quotidien Le Pays, notamment dans la rubrique Révélations, on lit ceci. Zone du Bois, des dégâts matériels enregistrés dans un incendie au domicile de Zéphirin Diabré. Drame à répétition sur les sites d'orpaillage du Burkina. La malédiction de l'or, une interrogation, à lire donc à la page 6 du journal Le Pays ce matin. Et dans la rubrique Mardi politique de ce quotidien, c'est le professeur Alou Keïta, président de l'université de Dédougou, qui est à l'honneur. Et il déclare ceci, c'est un cri de cœur, il nous faut impérativement des salles de classe à grande capacité. Adoption de la charte des valeurs au Burkina, le plus dur reste à faire. Actu Foot, c'est une rubrique, l'on apprend. Football, Sadio Mané remporte un nouveau trophée devant un brillant Edouard Mendy. Et nous passons à la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien nous apprend ceci donc à la une. Conseil d'administration de l'UNPCB, Nkambi Nikebo, nouveau président. Assise nationale pour une mise en œuvre de la refondation prônée par le MPSR. Toeni Sourou, au moins 20 terroristes neutralisés par l'armée. Prise en charge des victimes de l'explosion des Gangombiro sud-ouest.
la Croix-Rouge chinoise fait un don de 28 900 000 francs CFA à la Croix-Rouge burkinabé. La une de l'Observateur Palga à présent. Lutte contre le terrorisme. Au moins 20 terroristes neutralisés à Toeni. Assises nationales sur la transition. Journée marathon pour une feuille de route. Guerre Russie-Ukraine. L'arme sportive fera-t-elle plier Poutine? Procès Thomas Sankara à jeudi pour la reprise. Réécriture cinématographique, ça tourne pour 5 scénaristes. Les travaux achoppés sur plusieurs points, donc c'est en rapport avec les assises nationales sur la transition. Dommages et intérêts payés par l'État en 2021, cela représente à peu près 6 milliards de francs CFA, c'est selon Karfa Yanou, agent judiciaire de l'État. Et nous allons partir du côté de Bourg-du-Lasso à présent pour terminer avec la une de l'Express du Faso. À la une de l'Express ce matin, on apprend dans la rubrique Tribune, Assises nationales sur la transition, quelle impréparation. Dans la rubrique Autant les dire, l'on apprend transition politique. Après la charte, allons à l'essentiel. Événement des Gongombiro, la Croix-Rouge chinoise fait un don de 28 900 000 francs CFA. Route de l'INSA, ce béton bitumé qui se dégrade si vite. Issouf Siriman du bloc panafricaniste section du Burkina, nous sommes prêts à accompagner cette transition. 16e journée du Faso Foot, la SFB s'impose mais reste dans la zone rouge. Refondation de la nation, des assises nationales au forceps. Voilà, merci forceps, voilà, c'est que nous apprenons la une donc de l'Express du Faso et c'est tout donc pour la lecture des unes ce matin. Merci à toi Kambou pour cette lecture. Place à la phase commentaire. Et le premier sujet qui nous réveille ce matin quand même, c'est justement la feuille de route de la transition qui a été signée ce matin même, en tout cas tôt le matin. C'est bien cela. Donc la feuille de route, c'est la charte constitutionnelle de la transition, l'agenda de la transition, la charte des valeurs donc de la transition. Donc tout cela a été signé donc hier à travers donc ces assises nationales qui ont, j'allais dire, signé ce matin, tôt ce matin, parce qu'il faut le dire, ces assises nationales donc ont débuté hier 28 février. Alors les travaux se sont poursuivis jusqu'à après 2 heures du matin. Donc c'était des travaux présidés par l'ancien Premier ministre, l'avant-dernier Premier ministre de Blaise Compaoré, Tertus Zongo. Donc, c'est lui qui a présidé un peu les travaux. Alors, on retient par exemple que quelques grands points de la charte de la transition ont été révisés. Donc, la charte initialement proposée par la commission technique d'élaboration des projets de textes et d'agenda de la transition a été modifiée donc, en plusieurs points. D'abord, en ce qui concerne la durée, alors, la commission technique avait proposé dans la charte, dans le projet de charte, une transition qui allait durer 30 mois. Alors, les assises nationales ont décidé que la transition dure 36 mois, donc ça veut dire 3 ans. Okay. Alors, au niveau des membres du gouvernement, le nombre également a été revu à la hausse, parce que la commission technique avait proposé un gouvernement qui va avoir maximum 20 ministres. Alors, les assises ont donc revu ce nombre à la hausse, ce qui fait que maintenant, la charte qui a été signée dit que le gouvernement doit avoir au maximum 25 ministres. Donc, il y a augmentation avec 25 ministres au maximum. Voilà. Okay. Et l'Assemblée législative de transition, qui devra avoir 51 membres selon la commission technique d'élaboration des textes, alors est passée à 71 membres. Donc, après ces assises nationales qui se sont tenues donc, hier jusqu'au petit matin d'aujourd'hui. Alors, un autre point qui a suscité également les débats et qui a fait peut-être traîner les travaux, c'est les mandats gratuits, donc qui avaient été prévus par la commission technique. Il était dit dans le projet de charte que ceux qui allaient siéger, par exemple, au niveau de l'Assemblée législative de transition, n'allaient pas être payés, n'allaient pas avoir de salaire mensuel. Voilà, ils allaient être seulement payés lors des sessions, donc indemnité de session, les émoluments lors des sessions. Mais avec les assises nationales, il est dit que ces membres seront désormais payés. Donc, c'était là les points qui ont fait retarder les travaux parce que c'est un scénario qui n'avait pas été prévu. Quand on voit un peu le chronogramme ou la programmation qui avait été faite,
on a eu l'impression que les autorités du MPSR avaient pensé que ça allait être voilà, quelque chose qui allait se faire rapidement. Ça veut dire qu'on vient aussi, on adopte et puis bon, on passe à autre chose. Ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu des débats qui ont fait que les travaux ont duré jusqu'à après 2 heures, comme je l'ai dit donc au début. Et donc c'est entre 2 heures et 3 heures du matin que la charte a été finalement signée par le président du FASO, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Donc voilà un peu pour les grands changements qu'il y a eu par rapport au projet de charte qui avait été proposé par la commission technique d'élaboration des textes et donc de l'agenda de la transition. C'est ce qu'on peut dire. Alors peut-être comme commentaire, notamment sur le point qui porte sur les mandats gratuits qui avaient été proposés, peut-être que ceux qui ont participé à ces assises ont vu un peu juste parce que il ne faut pas oublier que le même projet de charte prévoyait des incompatibilités. Par exemple, lorsque vous êtes membre de l'Assemblée législative de transition, il est dit que vous ne pouvez pas exercer aucune autre fonction, par exemple juridictionnelle, et toute autre fonction de représentation professionnelle, par exemple. Donc cela signifie que si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui était à ces fonctions et qui est sélectionné pour siéger à l'Assemblée législative de transition, devrait donc y renoncer. Est-ce qu'on peut renoncer à des avantages et puis aller siéger gratuitement, par exemple? Ça, c'est une question qu'il fallait se poser. Donc, cela, par exemple, pourrait avoir pour conséquence que des gens compétents n'acceptent pas aller siéger dans cette Assemblée législative de transition parce qu'ils n'aimeraient pas renoncer donc peut-être à leurs avantages, puis ils occupaient peut-être d'autres fonctions pour aller siéger gratuitement, par exemple. Donc ça, c'était une compétence qu'on pourrait avoir. Donc peut-être, bon, ceux qui allaient partir là-bas, c'est ceux peut-être qui n'ont rien à faire. Par exemple, comme certains de la société civile qui en font un travail, qui n'ont rien à faire, qui allaient partir là-bas parce que vous ne pouvez pas laisser quand même un travail sérieux pour aller, ou peut-être vous avez plus d'avantages pour aller siéger dans une même si on peut le faire par patriotisme. Oui. On peut le faire par patriotisme, mais ce n'est pas toujours évident, parce que ce n'est pas évident que si vous reveniez, vous puissiez continuer à jouir de vos avantages que vous aviez avant d'y aller. Donc, c'était des questions qu'il fallait se poser. Au-delà de tout cela, il ne faut pas rendre quand même vulnérables les membres de cette Assemblée législative de transition vis-à-vis, par exemple, des influences extérieures. Vous vous rappelez qu'en 2015, c'est après la transition qu'on ne peut pas être indépendant. Bon, c'est vrai que l'argent n'assure pas forcément l'indépendance. On a vu dans ce Burkina que malgré que les magistrats, par exemple, sont bien traités, il ne manque pas d'avoir parmi eux des gens qu'on arrive à corrompre. Donc, c'est quand même quelque chose à revoir, et qu'il fallait revoir. Donc, on peut dire que les assises, peut-être, ont vu juste. Alors, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas réduire le train de vie de l'État durant cette transition. Peut-être que maintenant que tout le monde s'accorde sur des mandats rémunérés, il va falloir faire de telle sorte quand même que ça n'atteint pas, ce qu'ils vont toucher, par exemple, à la fin du mois n'atteint pas ce que les députés touchaient avant. Bien sûr. Donc, il faut s'inscrire peut-être dans une logique de réduction du train de vie de l'État. Pareil peut-être pour les membres du gouvernement, même si le gouvernement a été à un nombre désormais réduit, bon, même si cela est déjà le cas avec le dernier gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, peut-être des mandats rémunérés, mais il faut quand même travailler à réduire les trains de vie de l'État, peut-être en pensant au parc automobile de l'État, par exemple, et peut-être en revoyant les salaires à la baisse. J'ai été surpris de voir, par exemple, que dans le projet de charte, il est dit que, c'est le projet d'agenda, il est dit que on va respecter strictement les décrets portant rémunération des membres du gouvernement. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, par exemple, à réduire les salaires des ministres. Peut-être que ce qu'on ne va pas désormais faire, c'est ces contrats que signaient certains ministres, c'est-à-dire qui touchaient au-delà de ce que le décret avait prévu. Par exemple, je sais que c'était le cas pour des gens qui travaillent dans des institutions internationales, qui étaient bien payés, ou les professeurs d'université, par exemple, qui sont également bien payés. S'ils doivent venir dans le gouvernement, ils exigeaient que pour eux, là, on signe un contrat à part. Donc, ils vont payer au-delà. Ils vont être payés, donc ils étaient payés, si on peut le dire ainsi, au-delà de ce que prévoyait le décret. Donc, quand on dit respect strict de ces décrets, j'imagine que c'est cela qu'on va éviter désormais, mais les salaires des ministres vont rester tels. D'accord.
Donc, il faut travailler à réduire les trains de vie de l'État. Moi, pour le conseil législatif, là, je me dis que quand j'ai regardé un peu les images de ceux qui étaient présents au niveau donc des assises, je me suis dit, ils partent quand même avec l'idée aussi de trouver un consensus qui va les arranger, parce qu'on risque de retrouver ces mêmes personnes au niveau du conseil législatif. C'est bien cela, c'est bien cela. Quand on voit un peu le nombre des gens qui ont participé à ces assises, ou bien le nombre d'OSC qui s'agitent aujourd'hui, les partis politiques également qui ne sont pas exclus, donc qui seront dans cette transition. Bon, il faut pas... On devait s'y attendre parce que 51 membres, c'est pas sûr que chacun ait son représentant. C'est l'expression, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire, comme vous le dites. Donc, il fallait peut-être augmenter pour que d'autres personnes aient la chance de siéger dans cette assemblée législative de transition. Bon, il y a aussi le fait que, selon le projet initial, le président, par exemple, devait désigner 13 membres à lui seul. Oui. L'armée, 8 membres. Voilà. Donc, peut-être les participants à ces assises ont voulu également chercher de l'équilibre à ce niveau. Parce que si le président à lui seul, qui est militaire, doit choisir 13 membres qui vont siéger dans cette assemblée nationale, dans cette assemblée législative de transition, et que l'armée doit en choisir 8, bon, on se dit automatiquement que l'armée a... 13 plus 8, ça fait 21. 21. Voilà, 21 membres. Vous voyez déjà que 21 membres sur 51, bon, il pourrait y avoir des équilibres. Donc peut-être cette augmentation de nombre peut un peu permettre de rééquilibrer les choses. C'est vrai qu'on n'a pas la charte signée pour savoir quels sont les réajustements qui ont été faits à ce niveau, notamment par rapport au choix, au processus, donc au quota qui ont été décidés pour la désignation de ces membres. Même j'imagine qu'à ce niveau, cette augmentation de nombre peut permettre d'avoir plus d'équilibre. Oui. Ça veut dire qu'il y a un surplus ou il y a un plus de 20 membres. Les 51, on est passé à 71, ça veut dire qu'on a ajouté 20 sièges au niveau donc de cette assemblée législative de transition. Je me dis que cela pourrait permettre de corriger ces déséquilibres dont je parlais. Ok. Donc, pour récapituler, 3 ans pour la durée. 3 ans pour la durée, un gouvernement de 25 ministres au maximum, une assemblée législative de transition de 71 membres avec des mandats rémunérés. Voilà, merci pour la précision. C'est bien cela. Deuxième actualité, Kambou, là on s'intéresse donc à cette attaque repoussée par les militaires du détachement de Tueni, je vais dire les forces, les FDS. C'est bien cela. Parce que le détachement de Tueni, c'est un détachement mixte, donc Garci, qui est composé de gendarmes, et puis donc il y a aussi l'armée de terre. Donc, attaque du détachement mixte de Tueni, c'est dans la province du Sourou, région de la boucle du Moun. C'est une attaque qu'on peut dire repoussée parce que, selon le communiqué qui a été produit par l'état-major général des armées, il est dit clairement que 2 véhicules kamikazes, si on peut le dire ainsi, ont tenté de s'infiltrer dans le camp du détachement, c'est-à-dire des véhicules bourrés d'explosifs qui allaient rentrer dans les camps pour exploser et faire des dégâts, peut-être tuer beaucoup de membres des FDS. Heureusement, la prompte réaction des éléments du camp a permis de neutraliser ces 2 véhicules un peu à l'entrée du camp. Donc, les véhicules n'ont pas pu entrer dans le camp. L'explosion a eu lieu à l'entrée. C'est-à-dire que ces véhicules ont été neutralisés avant leur accès à l'intérieur du camp. Ce qui a eu des dégâts matériels, mais pas trop de dégâts humains, si on peut le dire ainsi. Voilà, parce que après cela, c'est comme si leur plan d'attaque a été déjoué, puisque les véhicules n'ont pas pu entrer pour causer des dégâts à l'intérieur du camp. Donc après cela, ils ont tenté de replier. Les terroristes ont tenté de replier en fuyant vers la frontière du Mali. Il y a eu une contre-offensive qui a été lancée par les éléments du détachement qui a permis de neutraliser 20 terroristes. Donc 20 terroristes en plus des 2 kamikazes conducteurs des 2 véhicules qui ont explosé. Donc 22 terroristes neutralisés. Côté AMI, côté FDS, on note malheureusement 2 décès.
une vingtaine de blessés, donc deux ont succombé à leurs blessures. Voilà un peu ce que dit le communiqué produit par l'état-major général des armées. On va dire prompt rétablissement aux blessés et paix aux âmes donc des deux disparus. Ça veut dire que la menace est toujours présente. Et c'est cet incident qui intervient le jour même de la signature de la charte de la transition vient encore nous rappeler l'urgence. Il faut peut-être désormais faire connaître d'ici les heures qui suivent. Oui, d'ici les heures qui suivent, il nous faut peut-être un premier ministre de transition et puis former le gouvernement rapidement et se mettre au travail pour commencer le processus de restauration de l'intégrité du territoire burkinabé. Oui, on a atteint Kambo, on a atteint. Bien sûr, bien sûr. Et pour terminer à l'international, on s'intéresse au cas Ukraine. On est obligé, franchement, de toujours parler de l'Ukraine parce que l'offensive russe se poursuit. Oui, l'offensive russe qui se poursuit. Alors, hier, il y a eu une tentative de négociation, si on peut le dire ainsi, entre les deux parties. Négociation à la demande de la Russie. Peut-être que c'est stratégique, on ne comprend pas trop. Donc, la Russie qui avait demandé aux autorités ukrainiennes de les rejoindre en Biélorussie pour qu'ils puissent mener donc des négociations. La Biélorussie qui est un autre pays frontalier de l'Ukraine et qui est pro-russe. Donc les Ukrainiens ont refusé de s'y rendre parce que pour les Ukrainiens, la Biélorussie a été utilisée comme base arrière pour attaquer donc l'Ukraine. Donc finalement, ils se sont retrouvés à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Les deux pays ont envoyé donc chacun une délégation. Ils ont discuté sans vraiment se comprendre parce que les Ukrainiens demandaient donc un cessez-le-feu, donc avant vraiment qu'il y ait une négociation sérieusement. Bon, ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'a pas été accordé par la Russie. Donc finalement, les deux parties se sont quittés dos à dos, si on peut le dire ainsi. Mais ils se sont promis de se retrouver encore pour peut-être continuer donc les discussions. Alors, on nous apprend également que Emmanuel Macron, par exemple, a eu un entretien téléphonique avec le président Poutine de la Russie pour également négocier. Selon ce que disent les médias français, l'entretien aurait duré 1h30. Donc, le temps d'un match de football, 90 minutes infructueuses, si on peut le dire ainsi. Les deux se sont parlé sans vraiment se comprendre également. Alors, ce matin, on nous apprend que les satellites américains ont détecté une colonne de véhicules de l'armée russe donc, qui se dirige vers la frontière ukrainienne, Kiev. On parle d'une colonne d'une 60aine de kilomètres, donc beaucoup de véhicules de l'armée russe qui se dirigent vers donc, Kiev. Peut-être qu'on peut le dire ainsi, peut-être que c'est la prise de Kiev qui est imminente désormais, parce que les Ukrainiens donnaient l'impression de résister, notamment à Kiev, où même les civils s'organisaient avec l'armée pour pouvoir défendre la ville. Et ça donnait l'impression que les forces russes peinaient à prendre la capitale ukrainienne. Mais on s'est dit que peut-être ce n'était pas la priorité des Russes. Sinon, quand on sait un peu les déséquilibres qu'il y a en termes de force de frappe, bon, on se pose bien la question de savoir si la prise de Kiev pourrait être un problème pour les Russes. Et bon, surtout que... Mais de l'autre côté, on sent une Ukraine qui est déterminée donc à se défendre. Et il y a une communication également dans ce sens qui tente de rassurer, même si on ne peut pas s'y fier parce que ça ne donne pas forcément la réalité du terrain. Et la communication russe et la communication ukrainienne aujourd'hui, il faut prendre avec des pincettes parce que chacun essaie de communiquer un peu en sa faveur, de faire un peu de la propagande. Donc, alors que les organisations internationales qui sont présentes sur place, comme par exemple le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, aujourd'hui, on ne peut pas trop se fier également à les chiffres parce qu'il n'y a pas d'organisation neutre aujourd'hui, surtout quand il s'agit de parler de la Russie. Donc, c'est un peu une certaine confusion. On attend de voir ce qu'il en sera. Alors, pour ce qui concerne l'Afrique, il faut dire que les étudiants africains qui sont en Ukraine souffrent actuellement parce qu'ils tentent de quitter, mais c'est difficile de quitter puisque quand on est dans ces situations, bon, c'est difficile par exemple d'avoir les moyens de transport pour pouvoir quitter le pays. Et comme les Ukrainiens également fuient massivement, donc les convois priorisent les Blancs.
au détriment donc des Noirs. Donc si vous êtes noir, c'est difficile d'avoir par exemple un véhicule pour quitter. C'est le cri de cœur que lancent beaucoup d'étudiants africains. J'ai écouté certains ce matin dans des médias occidentaux qui disent que c'est difficile de quitter parce qu'ils vivent une sorte de racisme. Voilà. Quand vous êtes africain, pour pouvoir avoir un véhicule, un moyen de transport pour quitter, surtout en ces temps de guerre, c'est un problème parce que ce sont les Ukrainiens qui sont priorisés. Voilà. Donc voilà un peu la situation dans laquelle sont les étudiants africains qui sont dans ce pays. Et l'Union africaine commence à donner le ton en disant qu'il faut éviter cette discrimination et puis peut traiter tout le monde de façon équitable dans cette situation. Bien sûr, donc merci. Voilà un peu la situation actuellement. Merci à toi, Kambou, pour ces analyses. Merci. Reste avec nous, nous allons voyager dans quelques villes d'affaires, histoire de découvrir les couleurs du temps. La société IP+, vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Avec notre invité de ce jour, nous allons comprendre les notions qui sont d'actualité aujourd'hui. Nous en parlons, mais quels sont vraiment les sens qu'on peut justement donner à ces notions? Nous allons en parler tout à l'heure avec le sociologue Dramane Nikema. Bonjour à vous et bienvenue, monsieur Nikema. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, il est question aujourd'hui, depuis pratiquement l'avènement du MPSR au pouvoir, il est question aujourd'hui d'adoption de textes, on parle de consensus, on parle donc de force vive, mais comment on doit comprendre justement les notions de consensus d'un côté et de force vive de l'autre côté? Merci, madame. Alors, le consensus, pour moi, c'est en réalité ce qui se dégage comme dénominateur commun à l'issue d'une consultation
ou à l'issue d'un débat. Alors, ce n'est pas pour dire effectivement qu'il n'y a pas eu d'échange. Les échanges peuvent être houleux, mais ce dont effectivement on est sûr, il y a eu effectivement un dénominateur commun, ce sur quoi on a discuté. Donc, ne pas faire l'amalgame entre consensus et unanimité. Donc, on ne doit pas faire l'amalgame entre consensus et unanimité. À quel niveau se situe justement la différence? L'unanimité est une forme de consensus, ce qui veut dire que tout le monde effectivement adhère à la position, alors que le consensus, effectivement, ce n'est pas évident que tout le monde adhère, mais à l'issue des débats en tant que tels, les positions dominantes, effectivement, ont tenu. C'est la raison pour laquelle on dit un consensus. Alors, vous savez qu'on peut tendre vers une unanimité, mais qui n'est pas une unanimité de qualité. Parce que c'est quoi? La vérité n'est pas dans le nombre, comme le dit effectivement les philosophes. La vérité n'est pas dans le nombre. Tout à fait. Alors, toujours dans le nombre. Donc, le nombre n'est pas un critère suffisant de vérité. Donc, on peut effectivement tendre vers une décision qui a été prise effectivement en unanimité, mais qui ne va pas accoucher de grand-chose. Alors que le consensus, ici vous avez remarqué quand la présidente de la commission remettait effectivement le rapport, le 23 effectivement février, elle a dit que ce sont les résultats de fruits d'un consensus. Donc, elle n'a pas utilisé le terme unanimité. Donc, sachant effectivement ceux qui ont composé la commission, il y a des économistes, il y a des anthropologues, il y avait des journalistes, un journaliste du moins. Donc, ça veut dire que les débats ont été houleux, mais il y a eu un dénominateur commun à la fin. Et effectivement, c'est sur quoi ils se sont accordés. Qu'on appelle consensus. Tout à fait. Mais, Monsieur Nikema, qu'en est-il de la notion de force vive? C'est une notion aussi qui revient. Ok. Force vive de la nation. Je n'aimerais pas utiliser effectivement la notion de force vive. Je préfère la notion d'organisation de la société civile. Alors, force vive, en réalité, c'est une expression qui a été utilisée effectivement pour la première fois en 82 par François Mitterrand. Donc, c'est en réalité une expression fourre-tout. Mais je préfère effectivement qu'on fasse allusion effectivement à la notion d'organisation de la société civile. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre effectivement par organisation de la société civile? C'est l'ensemble des associations qui se constituent pour défendre des intérêts, que ce soit des intérêts matériels et moraux effectivement, des individus ou des collectifs. Donc, c'est ce que je peux dire effectivement par rapport à la notion. Mais quelque part, quand aujourd'hui on nous parle de force vive de la nation, vous l'avez dit, très souvent on retrouve et des associations et bien sûr des OSC. On peut retrouver souvent aussi des politiques. On peut retrouver en tout cas plusieurs classes. Pour vous, les forces vives ne représentent pas suffisamment le peuple, selon vous? Oui, en réalité, dans le contexte du Burkina Faso, je peux dire que les forces vives ne sont pas assez représentatives. C'est-à-dire en termes même de vision, en termes de projet de société, pour pouvoir incarner le rêve effectivement des masses. Ça, c'est l'actualité effectivement qui nous le démontre, parce qu'on a remarqué que dans la plupart du temps, les OSC effectivement brillent de leur présence effectivement à travers des conférences de presse. Mais on ne voit pas, il est très rare de voir des organisations de la société civile porter le rêve effectivement des masses populaires. Donc, ce qui peut nous amener à dire que, effectivement, les organisations de la société civile ne portent pas le rêve suffisamment des masses populaires au Burkina Faso. On parlait tantôt de consensus. Est-ce que, quand on parle d'un consensus national, est-ce que forcément tous les citoyens sont d'accord avec peut-être une décision qui sort d'un consensus national? Non, le consensus, comme je l'ai si bien dit, effectivement, n'est pas synonyme d'unanimité dans tous les cas. Donc, ce qui compte, à travers ces consultations, qu'est-ce qui sort effectivement comme dénominateur commun, à même effectivement de pouvoir incarner le rêve effectivement des masses populaires. C'est ça. On peut retrouver des citoyens, comme vous l'avez dit, hein, peut-être que dans cette commission, on a eu certains qui n'étaient pas d'accord sur des points, mais comme il y a eu consensus, ça va. Alors, pour ce qui est des forces vives de la nation, vous l'avez dit, c'est... Pour vous, il faut utiliser le terme donc OSC, Organisation de la société civile, au lieu de force vive de la nation. Qui peut se considérer comme force vive de la nation selon vous?
Oui, aujourd'hui, effectivement, c'est l'ensemble des personnes qui se constituent pour défendre des groupes d'intérêts, c'est-à-dire des intérêts effectivement particuliers propres à des individus ou effectivement à la nation. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que les forces vives de la nation sont quelque part des porte-parole des différentes composantes de la nation, quelque part? Au Burkina Faso, on trouve effectivement des organisations de la société civile qui prennent à bras le corps les difficultés, les problèmes qui assaillent les masses. Par contre, dans la plupart des cas en tant que tel, ce n'est pas le cas. C'est ce que je peux dire quand on regarde effectivement comment ces organisations de la société civile se constituent. Elles se constituent généralement dans les salons des politiciens. En réalité, elles sont mises sur pied effectivement par des politiciens pour parler en leur nom et non au nom effectivement des masses populaires. C'est ce que je peux dire en ce qui concerne effectivement l'actualité. L'actualité. Et donc c'est difficile qu'on dise que les représentants de ces forces vives ou de ces organisations représentent valablement l'opinion peut-être publique. Parce qu'aujourd'hui aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une crise de confiance quelque part. Peut-être des leaders à plusieurs niveaux, des leaders coutumiers avec leur peuple, des leaders religieux avec peut-être leurs fidèles, des leaders politiques avec leur base, les militants. Qu'est-ce qui provoque aujourd'hui cette crise de confiance entre leaders peut-être des forces vives de la nation et puis les populations à la base? Oui, la crise, elle est née effectivement de quoi? Elle naît du fait que les représentants de ces organisations, vous avez parlé effectivement des leaders communautaires, vous avez parlé effectivement des leaders religieux, vous avez parlé des responsables effectivement des associations. Alors, la masse à un certain moment se rend compte que ces dirigeants n'œuvrent pas en réalité pour leur intérêt. Généralement, ce sont des personnes qui se constituent pour pouvoir effectivement crier. À un certain moment, on les récupère et quand ils rentrent effectivement dans la bergerie, eux-mêmes ils se constituent en loups. Donc, effectivement, la population, effectivement, il est de bon droit que la population puisse se convaincre que la plupart de ces OSC, effectivement, n'œuvrent pas pour elle. Donc aujourd'hui, les porte-paroles, du moins, de ces citoyens-là ne disent pas forcément la vérité, ou ne disent pas forcément, en tout cas, ce que les gens attendent des dirigeants. Oui, vous savez, madame, quand je prends aujourd'hui, bientôt, il y aura les assises nationales, à l'issue, effectivement, du rapport qui a été rendu. Alors, nous avons plusieurs expériences en matière effectivement de réforme politique. Alors, il faut comprendre qu'il y a eu des assises nationales, effectivement, en 90, et on a eu effectivement la transition, effectivement, en 2014, 12 mois de transition. On a eu effectivement d'autres réformes qui ont eu cours au Burkina Faso, mais ces réformes ont accouché, effectivement, la montagne a accouché d'une souris. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en droit de dire qu'aujourd'hui, la plupart des organisations de la société civile, effectivement, n'incarnent pas suffisamment les rêves des populations. Aujourd'hui, pour être sûr, en tout cas, que le travail du MPSR, le nouveau parti au pouvoir, sera le reflet donc, des aspirations du peuple, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Effectivement, je pense qu'à l'issue de la remise du rapport, effectivement, sur, comment on appelle ça, les propositions qui ont été faites, oui. Il est prévu effectivement les assises nationales. Alors, si ces assises nationales, effectivement, vont être des assises où on va trier sur le volet des organisations de la société civile pour venir parler au nom de l'ensemble des masses, ce serait un fiasco. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'on devrait faire des pré-assises effectivement provinciales et régionales. C'est-à-dire d'abord, à défaut de faire ces assises effectivement provinciales, on pouvait en tant que tel faire des assises régionales. Vous savez qu'il y a des spécificités effectivement régionales. Alors on devrait faire en sorte que, au sein des 13 régions, qu'on puisse mobiliser l'ensemble des forces vives, effectivement, comme vous aimez l'expression, pour qu'on puisse effectivement poser le problème réel qui assaille les masses. Et après, effectivement, on pourrait effectivement reverser les résultats qui seront issus effectivement de ces assises-là pour pouvoir effectivement aller vers une assise ou des assises nationales.
C'est peut-être le chemin qui va permettre notamment aux paysans, les éleveurs, les commerçants, les femmes, les jeunes, les anciens, qui va permettre à ces couches-là de pouvoir participer aux discussions et puis que leurs décisions ou leur avis, leurs propositions aussi puissent être transmises au sommet. Tout à fait. Alors, on devrait faire en sorte qu'on ait ce qu'on va appeler un échantillon représentatif de l'ensemble de la composition de la population, de sorte qu'effectivement personne ne soit oublié. Vous savez que de par le passé, quand on prend dans la Grèce antique, il y avait ce qu'on appelait effectivement la démocratie directe. C'est-à-dire tout le monde sortait et tout le monde parlait effectivement pour sa propre voix. Alors aujourd'hui, nous avons atteint effectivement des sociétés plus grandes. On ne peut pas demander à 20 millions, plus de 20 millions de Burkinabés de pouvoir effectivement se représenter. Et c'est là l'une des lacunes effectivement de la démocratie représentative. Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pallier les insuffisances effectivement de cette démocratie représentative? On pouvait mettre en place ce que j'ai dit effectivement, les assises effectivement régionales, de sorte que, puisque vous savez qu'il y a des spécificités au niveau de chaque région, il y a ce qu'on va appeler effectivement les variants et les invariants. Alors lorsqu'on va mettre effectivement les résultats qui seraient issus effectivement de ces assises régionales-là, on pourrait effectivement faire le tri, ce qui est variant et ce qui est invariant. Et ça pourrait permettre effectivement de poser concrètement et réellement le problème des masses. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le travail de la commission qui a remis d'ailleurs son rapport, une proposition de charte avec des propositions bien sûr concernant la transition. Comment vous appréciez justement le travail de cette commission? Alors d'abord, je vais revenir effectivement quant à la composition de cette commission, alors composée de 15 membres. Alors lorsqu'on regarde l'ossature effectivement de cette commission, on peut dire que c'est un échantillon représentatif de la crème de l'intelligentsia burkinabé. Et puisqu'on y trouve effectivement des anthropologues, un anthropologue, on trouve effectivement des économistes, on trouve des juristes et autres. Alors, mais là où effectivement j'ai estimé qu'il y a eu des lacunes, c'est par rapport au timing qui leur a été donné. 2 semaines? 2 semaines. Alors pourquoi je le dis? En réalité, le timing est tombé comme un ultimatum. Alors j'aurais préféré effectivement qu'on installe la commission et que la commission elle-même décline effectivement les tonalités qu'elle entend donner effectivement à la marche de la nation. Alors si vous avez remarqué, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut un temps où on voyait sur les réseaux sociaux un questionnaire en tant que tel où on demandait à ce que la population puisse se prononcer et donner son avis sur un certain nombre de questions. Mais quand j'ai vu ce questionnaire, je me suis posé la question, mais ce questionnaire s'adresse à qui? Ça a une masse en réalité numériquement faible, c'est ceux qui sont allés à l'école. Qui sont sur les réseaux sociaux aussi. Mais tout à fait. Tout en sachant qu'effectivement, il y a 73% de la population qui se retrouve dans le monde rural. Ce qui veut dire qu'on n'a pas pu recueillir effectivement l'avis de ces personnes-là. Donc c'est là où je trouve qu'en réalité, si c'est par rapport à la composition, effectivement, il y avait effectivement des intellectuels de qualité que je connaissais. Alors vous n'êtes pas sans savoir que quand on prend le passage du régime d'exception de 87 jusqu'à l'adoption de la Constitution le 2 juin 91, effectivement, il y a eu des assises nationales. Il y a eu une commission qui a été mise sur pied effectivement pour rédiger l'avant-projet de la Constitution. Mais cette commission a eu 6 mois. Alors, je ne dirais pas qu'il fallait accorder 6 mois à cette commission, mais en réalité, il fallait lui donner effectivement le temps pour que, effectivement, puisqu'on demande à un certain moment à ce que la population puisse se prononcer. Mais en amont, on aurait dû effectivement, si cette commission avait eu assez de temps, d'aller recueillir effectivement les points de vue effectivement des populations qui n'ont pas été prises en compte effectivement à travers le canal qui a été mis en place. Ce qui n'a pas été le cas. Il y avait quelque part de la précipitation. Hein. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle je dis que le timing a été donné comme un ultimatum. Et voilà, c'est ça. Alors que j'aurais voulu que on mettait la commission sur pied et on laissait la commission elle-même en tant que telle de donner les tonalités. Alors, je m'attendais à ce que même les membres de la commission, eux-mêmes en tant que tels, puissent s'auto-saisir pour interpeller effectivement qui de droit, pour dire que mais, le timing que vous nous donnez est un ultimatum en tant que tel.
Et est-ce que, puisque si vous avez remarqué, je pense que les travaux ont commencé effectivement le 8 février, et c'est le 23, effectivement, c'est exactement les 14 jours. Et je suis persuadé, effectivement, si on prend les membres de la commission individuellement, ils vous diront qu'effectivement, chacun vous dira effectivement que le timing n'a pas été suffisant pour pouvoir effectivement faire, bon, quand bien même je n'ai pas le contenu, oui, mais si le contenu, bien sûr, contenu n'est pas public, alors, on sait que... tout à fait. Alors, quand bien même si effectivement le contenu va permettre de poser des jalons, si effectivement la commission avait eu assez de temps, on aurait dû effectivement avoir un rapport qui puisse prendre en compte toutes les préoccupations. Alors c'est ce qu'on veut effectivement faire pour rattraper effectivement en parlant d'assises nationales, mais je pense que si on rate le coach, je pense qu'effectivement on va reprendre l'histoire, parce que le Burkina Faso est passé maître dans l'art de faire des réformes sans faire effectivement des réformes de fond, alors qu'il y a les questions effectivement essentielles qui sont là. Aujourd'hui, et quand je prends par exemple, on s'attaque moins à certaines questions, et c'est plutôt effectivement la question de la sécurité. Comment faire en sorte que le Burkina Faso puisse être une entité une et indivisible, mais on occulte le fait. C'est une priorité. Ça ne souffre aucun débat. C'est une priorité. Aujourd'hui, effectivement, il faut effectivement faire en sorte que les zones qui sont assiégées puissent effectivement revenir à la nation. Mais on occulte le fait que, aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie le fait que certains jeunes, très jeunes en tant que tels, s'enrôlent dans les entreprises criminelles? C'est la question de la corruption, c'est la question du chômage, c'est la question de la malgouvernance. Et c'est l'abandon effectivement de certaines zones. Et c'est là où on a besoin aussi des sociologues pour expliquer et trouver des solutions. Oui, je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, aucune discipline ne doit avoir le monopole du développement, oui. Mais je pense que c'est dans une perspective pluridisciplinaire et interdisciplinaire qu'on pourra effectivement sortir notre Burkina Faso de ce chaos. Mais vous savez qu'au Burkina Faso, la critique constructive a peu de place par rapport à la critique pour la critique. C'est ça. Donc, ce qui fait qu'on avance, mais on recule plus qu'on a avancé. Et aujourd'hui, puisque nous avons connu effectivement une transition de 2014 à 2015, je peux dire effectivement 12 mois de transition, mais pourquoi 6 ans après, on retombe encore effectivement pour pouvoir poser des jalons d'une autre transition? Ça veut dire que les institutions qui ont été mises sur pied, effectivement, n'ont pas permis de prendre en compte les déshydratats effectivement de la population. Et ce qui fait qu'on revient à la case départ. Et je m'inquiète, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne va pas effectivement retomber dans les mêmes travers pour aller vers effectivement une autre transition? Donc je pense qu'il est temps, et c'est le moment qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse pour pouvoir toucher les questions de fond. Alors, aujourd'hui, quand je prends l'arrivée du MPSR, c'était effectivement évident qu'aujourd'hui, le régime déchu en tant que tel était incapable à tous les niveaux. Donc il y avait 3 scénarios. Soit effectivement le président déchu effectivement devrait se démettre lui-même, soit effectivement la population allait prendre ses responsabilités, soit l'armée allait le faire. Et je pense qu'effectivement, c'est le dernier scénario effectivement qui a eu raison. Mais on reste toujours dubitatif. Quand je dis on reste dubitatif, il est évident que c'est que la démocratie n'a pas apporté. Donc, quand on fait un diagnostic de la démocratie a échoué et on parle aujourd'hui de crise de démocratie. Mais, à contrario, les coups d'État aussi, jusqu'à présent, effectivement, n'ont pas pu apporter des solutions définitives et structurelles aux problèmes des Burkinabés. Parce que je le dis, quand on prend effectivement le Burkina Faso, pour ne pas dire que c'est le pays le plus stable, instable du moins, dans la sous-région, quand on prend l'histoire politique du Burkina Faso, le Burkina Faso effectivement a été le pays le plus instable, ou l'un des pays effectivement les plus instables en matière de coup d'État. Mais ça veut dire que les coups d'État se succèdent, et des hommes viennent, mais en réalité, on est dans un perpétuel recommencement. Il n'y a pas de changement profond? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle il y a la crise de la démocratie, certes, mais tant qu'effectivement la classe politique va se montrer effectivement irresponsable et immature à prendre ses responsabilités face à un certain nombre de questions,
il est évident que l'armée va toujours effectivement s'inviter. Alors je prends un pays comme le Sénégal. De mémoire d'homme, je sais que le Sénégal, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas citer un cas de coup d'État au Sénégal. Mais c'est un exemple. Est-ce que les intellectuels ne jouent pas leur partition? Est-ce que, effectivement, qu'est-ce qu'il en est? Parce que je n'aime pas le vieux débat où on dit que le problème du Burkina Faso, c'est l'analphabétisme. Moi, je ne suis pas de cet avis. Le problème du Burkina Faso, c'est plus ces intellectuels que, effectivement, les analphabètes. Si un intellectuel ne peut pas résister effectivement au rigra ou aux casquettes effectivement d'un parti politique, on ne doit pas demander effectivement à un paysan de faire le contraire. Donc nous-mêmes en tant que tels, c'est l'intelligentsia effectivement qui constitue effectivement le problème du Burkina Faso. Généralement, quand on voit quelqu'un qui crie, lui-même il veut se faire récupérer pour effectivement exacerber la souffrance des masses. Et Feu Sangoulé Lamizana disait que le Burkina Faso souffre moins de la pauvreté de son sous-sol que de la pauvreté intellectuelle de ses fils. Donc, le bilan, il est là. Et je reste effectivement dubitatif quant aux solutions qui sont effectivement proposées actuellement. Mon souhait, c'est qu'effectivement, ça puisse porter fruit. Mais déjà, quand on regarde la marche, comment les choses sont faites, on s'interroge. Pourquoi ? Vous savez, madame, je prends la normalisation, puisque la Constitution avait été suspendue, et on l'a effectivement rétablie, et on est passé effectivement devant un conseil constitutionnel, mais... Pour la prestation de serment. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'étais là dans mon séance, et je me posais la question, est-ce que ce n'est pas une façon, effectivement, de donner un caractère démocratique à un coup d'État? Mais le temps m'a donné raison, en tant que tel. Alors, moi, j'aurais voulu que, si on estime qu'on est venu pour mettre en cause un ancien ordre, pour installer un nouvel ordre, ce n'est pas... on pouvait rester dans l'exception. Pas besoin de la Constitution. Tout à fait, on pouvait rester dans l'exception, mais c'est le bilan qui allait plus vous justifier. Et nous avons vu effectivement, quand effectivement le coup d'État qui a été perpétré, effectivement, quand Sankara est arrivé, il y a eu effectivement un discours d'orientation politique. Il y a eu effectivement déjà quelque chose qui était sur pied, et on a vu qu'il y a eu des institutions, même les institutions de l'État ont été mises en berne. Donc changement radical. Oui, tout à fait. Donc, ce sont des réformes, et je reste dubitatif, qui ne vont pas toucher effectivement aux questions de fond. Quand bien même, c'est mon souhait, on attend de voir. On attend de voir comment justement être sûr, en l'absence justement d'élections, que les dirigeants aujourd'hui, donc les autorités, ne travaillent pas contre l'intérêt du peuple. Oui, merci madame pour cette question. Moi je ne suis pas dans l'électoralisme. Quand je dis je ne suis pas dans l'électoralisme, vous savez que si effectivement la prise en compte des préoccupations des peuples, la population en tant que telle devrait passer forcément par les élections, je pense qu'on n'allait pas chasser effectivement Blaise Compaoré du pouvoir. Parce que, tenez-vous bien, de 91 jusqu'à sa chute, le Burkina Faso a toujours respecté ses échéances électorales. Donc, le lien qu'il y a entre élection et développement, le fossé est abyssal. Parce que vous savez que dans nos États, les gens ont fini par nous convaincre que élection rime avec démocratie. C'est faux. En réalité, c'est quoi? Et Platon l'a dit, les élections constituent un degré zéro de la démocratie. Si on prend un potentiel de 7 millions de populations qui ont l'âge de voter, et qu'effectivement ce sont 500 000 ou 1 million qui s'enregistrent sur les listes électorales. Alors, l'écart, c'est quoi? Je prends par exemple 7 millions, et il y a 1 million de Burkinabés qui s'inscrivent sur les listes électorales. Nous avons effectivement 6 millions comme différentiel qui ne se sont pas intéressés à la question électorale. Est-ce que ça fait des non-Burkinabés? Mais pourquoi ils ne se sont pas intéressés effectivement à la question électorale en s'enregistrant sur les listes? Mais ce sont des personnes avec qui il faut compter. Sous d'autres cieux, on dira que le régime est légal, mais il n'est pas légitime. Alors que moi, je tape plus sur les questions de légitimité que de légalité. Et toutes les élections, la plupart des élections qui sont effectivement organisées en Afrique, sont des élections effectivement qui révertissent plus le caractère légal que le caractère légitime, raison pour laquelle elles se terminent par des conflits. Et donc, les élections
n'ont pas apporté grand-chose. Donc, quand vous voulez faire un lien entre élection et développement, et je ne vais pas dans ce sens. Vous pensez qu'on peut être dans un régime pas Oui. de démocratie, un Oui. régime Oui. exceptionnel ou un régime militaire, mais quand même Oui. aller vers le développement? Effectivement, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je suis anti-putsch dans ma façon de voir. Oui. Mais ce que je veux dire, il y a des coups d'État aujourd'hui où, même quand on est anti-putsch, et si vous avez remarqué, dès lors qu'effectivement le régime est tombé, toutes les déclarations étaient des déclarations d'euphémisme. C'est-à-dire qu'on utilisait plus l'euphémisme pour condamner. Il y a ceux qui le faisaient sincèrement, il y a ceux qui le faisaient pour aller à la soupe. C'est-à-dire on reconnaît que vu le contexte, vu, et maintenant, ça peut m'amener aujourd'hui à avoir un autre regard, mais je reste toujours dubitatif que les coups d'État, effectivement, ne sont pas une solution pour pouvoir sortir, effectivement, nos États de cette situation. Mais tant que la classe politique elle-même va travailler pour que l'armée, effectivement, puisse s'inviter dans le débat, on ne peut que le constater. Sinon, l'armée, effectivement, en principe, devrait rester dans les casernes. Mais souvent, on est dans des situations où, voilà. Alors, M. Nikema, il nous reste peu de temps pour terminer. Dites-nous quelles sont les propositions que vous pouvez porter pour en tout cas une transition inclusive, réussie, ou en tout cas qui sera aboutie. Okay, je pense que je m'étais prononcé sur la question, mais je vais tenter de revenir sur un certain nombre d'aspects. Déjà, il y a une commission qui a été mise sur pied, qui a produit un rapport. Nous n'avons pas le contenu du rapport. Et c'est de voir effectivement est-ce que le rapport prend en compte effectivement toutes les préoccupations, les questions effectivement de gouvernance, les questions effectivement de corruption, les questions de passifs judiciaires que nous n'avons pas encore effectivement évacuées, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a des veuves et des orphelins qui attendent effectivement qu'on puisse aller leur montrer effectivement la tombe de leur mari ou de leur père. Il y a toutes ces questions de fond effectivement qu'il faille effectivement gérer. Alors, 2 ans, puisque déjà on est brut pour dire que c'est 30 mois qu'on donne effectivement. Soit 2 ans et demi. Deux ans et demi. Alors, 2 ans et demi, moi j'aurais souhaité que quand les militaires sont arrivés, qu'ils puissent, puisque déjà, au lieu de faire des assises nationales, il y a déjà des dossiers sur lesquels les putschistes auraient dû effectivement se pencher. Et la presse aujourd'hui est assez documentée sur les questions de malversation financière. Aujourd'hui, nous avons effectivement une presse, je parle surtout des bimensuels, qui lèvent chaque fois des lièvres qu'on ne poursuit pas. Donc, il y a ce dossier qui est là. Au moins, est-ce que effectivement, si les ténors actuels du pouvoir auraient voulu qu'on parte vers un changement radical, c'était effectivement... Les journalistes ont un grand rôle. Aujourd'hui, quand je prends effectivement... je peux citer des presses, est-ce que je peux citer Ok. Quand je prends effectivement les bimensuels, quand je prends les bimensuels, je prends le Reporter, je prends l'événement, je prends Courrier confidentiel, Mutation effectivement ne paraît plus. Mais quand je prends ces journaux, aujourd'hui là, si on décide même de travailler, c'est-à-dire ne pas chercher midi à 14h pour ne travailler que sur ces dossiers en tant que tel, je pense qu'on aura effectivement, on serait sorti plus ou moins de l'ornière. Donc, pour moi... il faut commencer par travailler sur les dossiers existants. Et il y en a assez. Sûr de poursuivre avec le schéma peut-être qu'ils ont dans la tête pour la transition. Oui, maintenant qu'il y a des propositions faites par la commission, on attendra de voir. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, en réalité, on est dans un scénario à inventer la roue. On a par exemple la journée nationale du pardon effectivement qui a été effectivement instituée. Mais pourquoi ça a échoué? Les gens ne se posent pas effectivement la question. Le Ashkroun aujourd'hui effectivement a déposé son bilan. Mais pourquoi le Ashkroun effectivement n'a pas réussi à réconcilier les Burkinabés? Les gens ne se posent pas effectivement la question. Et pourquoi effectivement, sous la transition, il y a eu des mesures qui ont été prises, il y a eu des textes qui ont été pris en tant que tels. Pourquoi effectivement on revient encore dans une situation où la population est paupérisée,
puisque je parle d'une paupérisation. Aujourd'hui, madame, quand je prends effectivement les entreprises criminelles, à chaque fois qu'effectivement on arrête un gang et que les forces de sécurité veulent faire ce qu'on appelle effectivement la conférence de presse, quand on vous donne l'âge des enfants, ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui sont généralement compris entre l'âge de 15 à 30 ans. Mais aujourd'hui, il y a effectivement les détournements du denier public. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on explique le social par le social. Alors, lorsqu'on se réveille matin, on n'a pas mangé. À midi, on n'a pas mangé. Le soir, c'est pas sûr qu'on va manger. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme idée, effectivement, saugrenue traverse nos têtes. Et aujourd'hui, on ne peut pas délaisser la jeunesse et empêcher effectivement que cette jeunesse effectivement puisse se faire enrôler dans des entreprises criminelles. On vous aurait compris, toute explication sociologique. Voilà. Notre temps est terminé. Ok. Merci à vous. Ok, merci. Notre temps est malheureusement terminé. On aura d'autres occasions, Monsieur Nikema, pour encore parler sociologie et surtout explication donc de certaines notions. Restez avec nous. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions comme invité le sociologue Dramana Nikema pour parler justement de ces quelques notions donc que nous entendons aujourd'hui. Merci en tout cas, c'est ici qu'on va s'arrêter pour l'entretien de ce jour. Mesdames et messieurs, voici Nabaloum dans son dernier tube, Bla. On reprend. Nous poursuivons avec cette émission. Cette fois-ci, nous passons à la rubrique Un nœud sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo. Et Youssef est bien installé sur ce plateau. Bonjour Kansamba. Bonjour Abzeta. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors Youssef, aujourd'hui on parle donc des langues nationales dans l'éducation des enfants. Alors pour commencer Youssef, quel est le constat que tu fais concernant l'utilisation ou l'importance accordée à la langue nationale au niveau de l'enseignement ou de l'éducation de nos enfants? Il faut dire déjà que quand on prend la langue nationale, dans l'éducation de nos enfants, on va commencer d'abord par la maison. Parce qu'on a tout dit que l'éducation de base, c'est à la maison. Et vous savez qu'il y a des parents même qui négligent la langue nationale à la maison. Ça fait que les enfants, que ces derniers ont eu la chance que le bon Dieu les a donnés, ne parlent pas leur langue nationale. Ils forcent les enfants à parler la langue officielle qui est le français. Donc, vous voyez déjà qu'à la maison, les enfants ne parlent pas la langue nationale. Et si on ramène ça au niveau de l'école, c'est le français qui est la langue officielle. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas parler la langue nationale comme cela, comme on le veut à l'école. Et quand on va plus loin, on regarde au niveau de l'enseignement, concrètement dans les différentes écoles primaires, il y a la promotion de la langue nationale quand on parle dans le système. Mais concrètement, la langue nationale n'est pas enseignée comme ça. Il y a seulement que il y a des écoles bilingues qui ont expérimenté l'enseignement de la langue nationale dans certaines localités. Le Moré, le Fulfundé, le Djoula, le Lélé. Oui, mais ce n'est pas dans toutes les différences, ce n'est pas dans toutes les écoles. Voilà, donc quand je prends l'exemple de Nomgana à côté, où l'ex-maire de Lumbila, Feu Poultram Iliboudo, qui a vraiment œuvré pour l'enrichissement de la langue nationale dans sa localité, pour vraiment enseigner la langue nationale, comme on enseigne le français à l'école. Mais c'est resté un peu dans quelques écoles. Ce n'est pas généralisé. On parle aujourd'hui de la réforme du système éducatif, où on veut introduire la langue nationale dans les écoles. Oui, souvent c'est politique, on parle, mais est-ce concrètement, sur le terrain, si on va faire un micro-trottoir ou des enquêtes dans les différentes écoles, les enseignants vont dire que c'est le français qu'on enseigne. Et vous savez qu'à votre temps, ou bien à notre époque... Merci beaucoup. Ou à notre époque... Merci de corriger ça. Si on parlait la langue nationale, il y avait une sanction. Est-ce que vous avez connu cette... Moi non. Des raisons pour laquelle de ne pas dire à moi mon époque. Non, je sais. Ok. Je préfère que tu vois ton exemple. Okay. Si on parlait la langue nationale, par exemple, si vous êtes Mourifois, vous parlez le Mouré, ou Djoula, vous parlez le Djoula,
on appelait, il y avait quelque chose qu'on avait fabriqué, on appelle symbole. On faisait ça des os de chiens, des os des animaux, du bois. On peut prendre même la tête d'un animal et on fait comme une chaîne. Comme on attache avec un fil. On attache un fil, on met dans un angle mort de la classe. Si un élève ose parler sa langue nationale, on dit ah, X a parlé sa langue nationale et on vient, on prend, vous portez. Donc vous êtes la risée de tout le monde toute la journée à l'école. Donc vous voyez cette situation. Il ne faut pas parler la langue maternelle. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de corriger ça, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc c'est ce qui fait que l'important de la langue nationale aujourd'hui est un atout pour la réussite du système scolaire. Vu que tout dernièrement, il y a eu la journée internationale de la langue nationale. Vu que les décideurs, ils ont compris que pour mieux apprendre, il faut aller avec ta langue nationale. Bien sûr. Et puis on se rappelle qu'il y a eu des rencontres donc, au Burkina Faso, il y a eu des activités à l'occasion de cette semaine nationale, donc cette semaine de la langue nationale. Alors Youssef, qu'est-ce qu'il faut comprendre justement par langue nationale? Quand on parle de langue nationale, on va dire terre à terre, nous allons dire ici que la langue nationale, c'est la langue locale. La langue locale ou la langue maternelle qui est parlée dans les différentes ethnies. Les Mossi, les Djoula, les Gourissi, etc., opposé au français, qui est une langue étrangère qui est imposée par les colons. Parce que ce sont les colons qui nous ont colonisés, donc ils nous ont imposé le français. Donc, et nous aussi, nous avons suivi et nous avons pris le français comme une langue officielle, laissant notre propre langue nationale. Donc, on peut dire que la langue nationale, là, c'est la langue locale parler dans les différentes ethnies. Bien sûr. Au Burkina, on a le Moré, on a le Fulfundé, on a le Djoula, on a assez de langues. Oui, sans. Ouais. Bon, d'accord. Maintenant, le français, c'est vraiment la langue officielle pour permettre à tout le monde peut-être de se comprendre. De comprendre. Parce que moi, je parle Moré, Youssef parle Moré. Ouais. Kambou, par exemple, ne parle pas Moré. Mais il peut parler sa langue aussi. Oui, bien sûr. Il m'a d'ailleurs appris quelques mots. Bonjour. Oui, Siforne Douro. Okay. Donc, merci. Alors, mais vous savez comment on dit bonjour, on salue en gourmaché? En gourmaché, non. D'un poté. D'un poté. Et vous dites la fia. La fia. La fia. Merci pour ce coup. Et je pense que en Bissa, c'est Ewar. Ok. Et en Djoula? En Djoula, c'est Anisogma. Anisogma. Ça, je connais. Ok. Et en Fulfundé, c'est... Non, Fofa, ça veut dire... Fofa, c'est pas bonne arrivée. Bonne arrivée, je pense. D'accord. Et en Gourissi? En Gourissi. Laura. Gawane. On va appeler Laura aussi. Gawane. Gawane. Aouradia. Aouladia, d'accord. Merci pour ce cours. Pour le Gourissi, j'espère que Laura va nous corriger si on se trompe. Alors, Youssef, est-ce que, quand on parle de l'enseignement de la langue nationale ou des langues nationales, est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé? Est-ce que ces langues-là sont prises en compte au niveau de l'enseignement dans nos différentes écoles? Il faut dire sincèrement que dans nos différentes écoles, comme je l'ai dit tantôt, on parle de la promotion de la langue nationale. Mais concrètement, ce sont les écoles bilingues qu'on avait initiées au temps de l'OSEO avec le feu le maire de Lumbila, Paul Tarami Iliboudo. Voilà. Mais on est en train de réformer le système éducatif en introduisant la langue nationale. Mais ce n'est pas encore généralisé. Voilà. Donc, c'est la phase test. C'est la phase test dans certaines écoles. Mais la généralisation, ce n'est pas encore fait. Alors, Youssef, est-ce que, selon toi, aujourd'hui, la langue nationale est un véritable tremplin pour la réussite de nos scolaires, pour la réussite de nos enfants aujourd'hui? Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, tout le monde seront d'accord avec moi pour dire que la langue nationale est un véritable atout pour la réussite du système scolaire burkinabé. Quand on parle, déjà, les raisons qu'on va évoquer ici, du point de vue pédagogique. Du point de vue pédagogique ici, enseigner la langue nationale, ça facilite l'acquisition des savoirs. Vous avez dit que vous parlez de Moré. Quand vous voulez apprendre le calcul, et dans votre langue nationale, quand on va dire calcul, on va dire Géla. Vous parlez Géla en Moré. Et on dit calcul. Donc si déjà vous parlez de votre langue maternelle là, votre langue nationale là, et vous transformez ça en français, c'est plus facile. D'accord. Peut-être que la multiplication, il y a un yilm.
On dit fois, plus. Voilà, il n'a yilma. Donc, déjà, l'enfant dit yilm, non yibu. Donc, 2 fois 2. Donc, l'enfant comprend mieux dans la langue nationale là. Et quand il transpose ça en français là, c'est facile. Donc, je continue en pédagogie. L'enfant comprend facilement dans sa langue maternelle et dans d'autres langues. Et les contenus aussi qu'on va éditer en langue nationale, en moré, en fulfulde, en gula, tout le monde peut avoir accès pour lire. Vous savez qu'aujourd'hui, les journaux, ce n'est pas tout le monde qui peut lire. C'est ceux qui comprennent seulement le français. Mais si on édite ces documents-là en langue nationale, chacun pourra lire dans sa langue. D'accord. Je te coupe pas, mais ça même, il faut apprendre à lire. Hein, parce que moi, j'avoue qu'à l'université, quand on a dit option en linguistique, là, moi, j'ai choisi moré parce que pour moi, écoute, je parle moré à la maison et tout. Mais je ne te donne pas la note de ma première dictée, qu'elle rengoule, c'est en moré. Hein, parce que déjà, même, on te dit ça, tu n'arrives pas à écrire. Et puis, ça, facilement, on te colle un 0. Et puis, ça, c'est pas le problème même, c'est de lire. Parce qu'on peut écrire en moré, mais si tu ne peux pas lire, tu peux parler moré sans savoir lire en moré. Oui, mais le il faut renforcer quand même la lecture. Oui, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est où, comme je dis, que ça facilite la question des savoirs. Donc, dès l'école primaire, dès la base, on doit enseigner, on doit apprendre à lire et à écrire. On doit calculer. Comme on dit, là, qu'il rengoule, c'est en dictée. Virgule, c'est quoi? Le point, c'est quoi? Teke. Oui. Donc, vous voyez, donc, au niveau au plan socio-culturel ici, l'enseignement de la langue nationale là, enracine l'enfant dans son milieu. Vous êtes Gouroussi, vous êtes dans votre territoire, voilà, vous êtes Moussi, vous êtes Gourmaché, donc dans votre milieu, vous êtes plus efficace que hors de votre milieu. Donc, ça permet à l'enfant d'être enraciné dans son milieu. Et la langue nationale, au niveau socio-culturel aussi, ça valorise culturellement la langue. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des langues qui sont en train de disparaître parce qu'on ne parle pas ces langues. On ne parle pas ça au village, on ne parle pas ça dans le système éducatif. Donc, les langues sont... Voilà, on transmet ça aussi à nos enfants dès la maison. Dès la maison. Quand on va aussi au niveau de l'économie, quand un élève qui va au CP1, qui doit faire 6 ans pour faire le certificat d'études primaires, et un enfant qui va à l'école bilingue. L'école bilingue, c'est où on apprend la langue. On commence par la langue et on termine par le français. L'enfant qui va commencer au CP1 par le français, il va faire 6 ans pour avoir son certificat. Mais l'enfant qui va apprendre le moré, le gula, le gouroussi, le dagara, en plus du français, lui va faire 5 ans pour faire le CP. Donc, on gagne en année et une classe de moins. Donc, si on fait une classe de moins, donc on peut construire, mettre une école dans d'autres villages. Donc, on voit qu'on gagne encore là-bas. Donc, ce qui fait que l'important de la langue, ce n'est plus à démontrer encore. Il faut forcément aller directement aux choses sérieuses. On aborde les solutions pour finir. Il nous reste moins de 2 minutes. Alors, Youssef, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que l'enseignement de nos langues nationales puisse être une réalité au niveau de nos écoles? Pour que ça soit une réalité, il faut déjà la volonté politique. La volonté politique. Il ne faudrait pas dénommer souvent ministère d'État, promotion de la langue nationale. Pourtant, il ne faudrait pas voir les bailleurs là pour dire que non, votre langue là, nous voulons mettre pour pouvoir avoir les financements et concrètement, vous ne faites pas vraiment le travail sur le terrain. Vous savez qu'avant, je savais qu'il y avait les CBNF là, les centres d'alphabétisation, où les femmes au village, en ville, ils avaient des centres où ils partaient apprendre le moré, comme vous dites que vous ne savez pas lire là. Ils partaient apprendre le moré, apprendre le yula. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres centres qui ont fermé. Si nous voulons promouvoir notre langue nationale, et on ferme ces différents centres. Donc il faut ramener ces centres-là. Dans chaque village, il doit y avoir ces centres-là. Dans chaque commune, il doit y avoir ces centres-là. Soit dans différentes langues. Voilà, je sais qu'il y a plus de 60 langues ici. Mais il y a des langues qu'on a ciblées qui peut faire quand même l'humanité à chose. Le fulfulde, le moré, le gula, je sais que c'est ce qu'on enseigne déjà dans l'école bilingue. Si nous faisons cela, ça va marcher. Il faudra aussi que ceux qui veulent qu'on introduise la langue nationale, que les enfants aussi soient dans ces différentes écoles. Il ne faudrait pas que ce sont les enfants des Tigas qu'on dit qu'on va enseigner le moré, le fulfulde. Et les enfants, c'est au Canada, c'est en France qu'ils amènent. Généralement, c'est comme ça. On ne voit pas les enfants dans ces différentes écoles
bilingue là. Il faut encore qu'on sensibilise la population pour dire que la langue nationale, c'est la langue où nous pouvons nous appuyer pour nous développer. Au Mali, on parle le Bambara. Au Sénégal, on parle aussi les langues. Voilà. Donc, il faudrait que nous puissions parler notre langue aussi dans les bureaux ici. Il faut aussi intégrer les langues nationales là dans les programmes de formation. Si on dit qu'on doit former un professeur à l'INESCA, on doit former un enseignant à l'UMILA, que ce professeur qui va sortir comprenne la langue. Ça, doit savoir écrire et lire pour pouvoir transmettre ça aux enfants. Si ce n'est pas ça, nous allons toujours dire promotion de la langue nationale, promotion des temps pour changer les différentes réformes d'innovation, mais concrètement, on n'y va pas. Je pense qu'avec la réforme en cours là, ils vont prendre ça en compte. D'accord. Merci à toi, notre Karansama. Un thème intéressant. On parlait de la langue nationale aujourd'hui. Et Youssef, il faut toujours suivre les conseils de Youssef. Il le dit, l'éducation, c'est à la maison. La base, c'est vraiment à la maison. Donc, n'hésitez surtout pas à enseigner votre langue maternelle, votre langue nationale, au niveau donc de la maison, à vos enfants, parce que c'est important. À l'école, c'est pas sûr que justement l'enfant puisse parler le Moré, le Fulfondé, le Djoula et autres. Donc, il faut commencer à lui apprendre à la maison avant bien sûr qu'il puisse apprendre le français à l'école. Merci. Notre temps est terminé, à mardi prochain. Si Dieu le veut. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Face au rendez-vous demain mercredi pour d'autres aventures. Allez, cuisse.